Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, le Premier ministre a eu de nombreuses rencontres sur place à Washington. Amadou Gon Coulibaly a échangé sur le plan économique avec les dirigeants des grandes institutions financières internationales, et cela pour un mieux-être de la population ivoirienne. Et c'est depuis les États-Unis d'Amérique que le Premier ministre a apporté son soutien aux populations de Grand Bassam qui vivent quasiment sous les eaux depuis les dernières fortes pluies qui ont touché le pays. Les sinistrés ont reçu des vivres et du matériel de première nécessité. Sur le plan sanitaire, le vaccin contre l'hépatite B est désormais obligatoire dès la naissance. Il intègre le programme élargi de vaccination et il est gratuit, une mesure annoncée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et puis en Tunisie, le nouveau président a prêté serment ce mercredi. Dès son discours d'investiture, Kaïs Saïed a donné le ton. Il propose aux Tunisiens de faire don chaque semaine d'une journée de travail, et cela pendant 5 ans pour résoudre le problème de l'endettement. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce mercredi 23 octobre. Plus de 40 dirigeants, dont des chefs d'État africains, notamment de la Côte d'Ivoire, assistent au sommet Russie-Afrique à Sochi. Une rencontre internationale pour consolider la position de la Russie sur la scène internationale et renouer avec le continent africain. Et on se rend dans la capitale américaine pour parler de la participation du Premier ministre aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, de la Société financière internationale à la présidence de la Banque mondiale en passant par le département d'État américain. Amadou Gon Coulibaly a mené une offensive éco-diplomatique au profit de son pays. Adama Koné. Une véritable exception ce jeudi 17 octobre, premier jour de mission du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux États-Unis. Le département d'État américain ouvre pour la première fois ses couloirs à une chaîne de télévision étrangère. Les consignes sont strictes. Pas de caméra dans la salle d'audience. Après une heure d'échange, le Premier ministre fait son apparition dans les allées du bâtiment. Petit conciliabule avec l'ambassadeur Mamadou Haïdara, puis de noter une grande sérénité du département d'État par rapport à l'avenir de notre pays, une grande confiance du département d'État par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire, une assurance que les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire sont parlants, mais aussi que l'avenir politique du pays donc est garanti. De quoi rassurer les investisseurs et bailleurs du fonds face au son de cloche alarmant sur la période électorale. En bonus, les États-Unis se font le relais de la bonne gestion de la question du travail des enfants dans la cacaoculture. Plus tôt dans la matinée de ce jeudi, c'était une convention signée pour la construction de 2 centrales solaires dans le Nord. Signature faite à la Société financière internationale. Le lendemain vendredi, le Premier ministre assiste à la plénière des gouverneurs des institutions de Bretton Woods. Entre 2 séances à l'extérieur, il a le temps de recevoir la délégation de la coopération japonaise. Le Japon a une très longue et bonne tradition de la culture du riz. Nous appuyons beaucoup le secteur de l'agriculture avec un focus sur la culture du riz. Le secteur de la santé est également important. Nous avons discuté de la situation actuelle et des réalisations dans ce domaine. Le calendrier est chargé, il faut respecter les rendez-vous. C'est le vice-président de la Banque mondiale région Afrique, Afez Ghanem, qui accueille la délégation ivoirienne dans l'après-midi de ce vendredi. Un accueil personnalisé. Dansé, Fotamana, Akwaba, Ayoka. Peut-on lire dans la salle? Le Premier ministre passe en revue les préoccupations de la Côte d'Ivoire. La lutte contre la pauvreté avec l'élargissement des filets sociaux à toutes les régions, le développement du marché de l'électricité, la mise en place d'une économie agro-industrielle avec des produits d'appel comme le cacao et l'anacarde. Aux assemblées annuelles, aucun partenaire n'est négligé. Le samedi au MIGA, la vice-présidente sortante, Onda Keko, affirme un bon suivi du dossier ivoirien après son départ de l'institution.
cap sur la vice-présidence de la Banque mondiale en charge des infrastructures. Le patron des lieux, Mactar Diop, rassure la délégation ivoirienne quant à l'accompagnement de son institution. Le président de la Banque africaine de développement en dit autant lorsqu'il est reçu en audience au Watergate Hotel. Le lendemain dimanche, il pleut sur Washington. D'autres rencontres au sommet. Amadou Gon Coulibaly a rendez-vous avec le président du groupe de la Banque mondiale. Face à David Malpass, la Côte d'Ivoire est dans la prospective. La décennie 2020-2030. Et nous avons entamé avec le groupe de la Banque une réflexion sur la période 2020-2030. Donc, à voir quelles sont les stratégies de développement, quels sont les sentiers de croissance donc, pour la période 2020-2030. Alors, cette étude importante que nous menons conjointement donc, avec la Banque donc, se déroule elle aussi dans de très bonnes conditions. Elle allie les réflexions au niveau public, mais également donc, avec les SFI, les réflexions concernant le secteur privé. Et donc les documents relatifs à cette stratégie devraient être prêts pour avril donc, 2020. Et nous nous sommes réjouis donc, de l'avancée donc, sur donc, ces questions. Le calendrier n'est pas pour autant bouclé. Quelques heures après, la délégation ivoirienne est dans les locaux du Fonds monétaire international, FMI. Contrairement aux habitudes, la directrice générale se prête à une question. Je suis très heureuse de féliciter le Premier ministre et le gouvernement ivoirien pour le succès et résultats ayant abouti à une solide croissance de l'économie ivoirienne. Chose qui se traduit sur le terrain en création d'emplois, en de meilleures conditions de vie des populations. Réaliser une tendance de 7,5% de croissance, c'est une performance remarquable. Quand on sait que le pays a connu il n'y a pas si longtemps un conflit dramatique, et ce dans une région qui fait face à de nombreux défis. Le président de la République et le gouvernement délivrent de bons résultats pour les populations ivoiriennes. Et nous, au Fonds monétaire, nous sommes fiers de contribuer à ce succès. Le Premier ministre boucle ainsi sa mission. Je repars donc de Washington sur cette idée que la Côte d'Ivoire inspire fondamentalement confiance, que le leadership du président de la République inspire fondamentalement confiance pour aujourd'hui et pour demain. Que, en ce qui concerne nos chiffres économiques, dans les projections qui sont faites par le Fonds monétaire, qui sont faites donc par la Banque mondiale, donc tous ces chiffres inspirent donc confiance. Et que les Ivoiriens donc, doivent à partir de là avoir confiance en l'avenir de leur pays, avoir confiance en eux-mêmes et savoir que nous sommes donc sur une bonne trajectoire, une trajectoire vertueuse. Sous cette pluie qui semble fertiliser davantage les rapports entre les partenaires au développement et la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly peut répondre à la question suivante. Êtes-vous satisfait de votre mission? Je dois le dire absolument. C'en est fini pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale 2019. Les institutions de Bretton Woods prennent rendez-vous avec les gouvernants et les économistes du monde en avril 2020 pour les assemblées de printemps. Mais dans l'immédiat, Amadou Gon Coulibaly, lui, a rendez-vous dès ce jeudi avec les populations du Tonkpi. La Côte d'Ivoire vient de valider son projet d'engagement vis-à-vis de la conférence internationale sur la population et le développement. Ce sont 12 propositions conformes à la Commission qui ont été approuvées par les acteurs locaux et par les partenaires au développement. Ils se sont rencontrés aujourd'hui mercredi. Serge Coléa. Le projet d'engagement de la Côte d'Ivoire pour les objectifs du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA validé par acclamation. 12 propositions présentées aux acteurs locaux et aux partenaires au développement. Ces propositions émanent du ministère du Plan et du Développement à travers l'Office national de la population. Dans ces différents points d'engagement, tous les aspects liés aux politiques publiques déjà qui sont mises en œuvre en Côte d'Ivoire ont été pris en compte. Ces politiques publiques passent par les questions liées à l'éducation, les questions liées à la santé, les questions d'emploi des jeunes, les questions d'autonomisation de la femme, et les questions de développement durable. La Côte d'Ivoire fera entendre sa voix au prochain sommet de Nairobi au Kenya, prévu du 12 au 14 novembre 2019.
Un sommet au cours duquel plusieurs questions seront abordées, entre autres les violences basées sur le genre et la planification familiale, conformément à la conférence internationale sur la population et le développement. La question liée à la santé sexuelle et reproductive et à toutes les questions liées à la scolarisation de la jeune fille et à l'autonomisation de la femme, ainsi que la distribution des produits contraceptifs sont au cœur de toutes les politiques qui sont mises en œuvre par notre pays depuis 2012. On va accompagner le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire en ça, par les moyens techniques par exemple. On va s'assurer qu'effectivement chaque centre de santé où les femmes vont pour accoucher ont les moyens techniques, ont le personnel qualifié pour pouvoir effectivement donner, accoucher dans les meilleures conditions. Aussi on va voir effectivement comment on peut créer les conditions ensemble avec le gouvernement et les communautés pour qu'effectivement chaque couple, chaque femme puisse avoir accès aux moyens de planifier leur famille. Cet atelier de validation nationale du projet d'engagement de la Côte d'Ivoire a duré un jour. À Grand-Bassam, les populations sinistrées suite aux inondations provoquées par les dernières grandes pluies ont reçu le soutien du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly leur a fait des dons en vivres et en matériel pour une valeur totale de 72 millions de francs CFA. Grâce Kando. Le Premier ministre, aux côtés des sinistrés des dernières pluies diluviennes à Grand-Bassam. 3 émissaires du gouvernement, Li Ramata Bakayoko, Sidiki Diakité et Kobenan Kwasi Adjoumani, ont au nom d'Amadou Gon Coulibaly fait des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 72 millions de francs CFA. Un geste salué par les bénéficiaires. Ce geste-là, c'est un grand geste venant du gouvernement. On dit merci au président de la République, merci au vice-président, merci au Premier ministre. Je remercie tout le monde pour ces gestes, pour avoir pensé à nous. On est très très heureuses, on est très contents qu'ils ont pu penser à nous dans cette difficulté. Ces dons, une façon pour le chef du gouvernement d'apporter sa compassion aux 4500 sinistrés de Grand-Bassam. Le Premier ministre, son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, était absent du territoire. Il aurait souhaité, dès les premiers moments, être aux côtés de son aîné pour lui apporter tout le soutien nécessaire et venir en aide aux populations sinistrées. Mais aujourd'hui, il nous a dépêchés pour venir dire Yako aux populations de Grand-Bassam, Yako à tous les sinistrés, Yako au vice-président de la République et à tous les élus. Nous sommes donc venus faire des dons au nom du Premier ministre. Nous sommes ici pour soutenir les populations de Grand-Bassam. Selon ces émissaires du gouvernement, des dispositions seront prises pour soulager davantage les souffrances de ces populations sinistrées. 12%, c'est le taux d'avancement du chantier de construction du 4e pont d'Abidjan. Un ouvrage qui va relier les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et du Plateau en enjambant la lagune Ébrié. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a effectué ce mercredi une visite du chantier de Yopougon. Jean-Luc Bango. Ce débat-là qu'on est en train de faire. Ce débat, dites-moi, moi je vais avoir ce débat avec eux. Première partie particulièrement animée de cette visite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Au centre des échanges, les délais et coûts de réalisation du 4e pont d'Abidjan. Avant la découverte de la partie émergée de l'ouvrage, ce pont métallique, une plateforme de travail qui relie les deux rives de la lagune. Sous l'eau, 48 pieux installés sur 84 possibles. État d'avancement global des travaux, 12% sur 35% initialement prévu. Un retard lié essentiellement à l'épineuse question des indemnisations des populations. C'est un pont qui se construit en zone urbaine, où on a énormément d'habitations. Vous ne pouvez pas faire un tel projet sans demander aux personnes de partir. Mais vous n'allez pas demander aux personnes de partir tant que vous ne les avez pas payées, tant que vous ne les avez pas indemnisées. Nous avons environ 13 000 personnes qui sont impactées par le projet. Il y a 11 000 qui ont déjà signé les accords pour être indemnisés. Il y a encore 2 000 avec qui il faut qu'on négocie.
mais c'est des choses qui vont être faites assez rapidement, de sorte que ces personnes puissent être indemnisées pour qu'elles partent. Les principales populations impactées par ce projet sont celles d'Atekoubé, notamment de Mosikro et de Boribana. Pour nos populations qui vont être relocalisées et indemnisées, le gouvernement a tout pris en charge. Et nous attendons que cela se fasse avec humanité, avec célérité, mais surtout dans l'esprit de la commune famille. Faire en sorte que, comme l'a souhaité le gouvernement, que le développement soit inclusif et bénéfique pour toutes nos populations. Lancé le 30 juillet 2018 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le 4e pont est constitué d'un viaduc long de 754 mètres, d'une chaussée de 2 fois 3 voies et de 2 échangeurs. Un autre grand chantier en cours dans le district d'Abidjan, l'aménagement du port autonome d'Abidjan. Des travaux pour améliorer l'efficacité de l'infrastructure portuaire et en faire le hub de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Le secrétaire d'État aux Affaires maritimes a visité aujourd'hui le chantier. Lansine Bakayoko. Saturation des espaces industriels, insuffisance de l'offre et surtout impossibilité d'accueillir des grands navires. Pour régler ces problèmes qui entravent la facilitation du commerce, les chantiers d'optimisation spatiale se poursuivent au port d'Abidjan. Il s'agit de mettre les infrastructures portuaires en adéquation avec l'explosion du trafic maritime. Le canal de Vridi élargi, le terminal à conteneurs, deuxième terminal à conteneurs terminé, le port d'Abidjan pourra accueillir tous les grands navires qui fréquentent la côte ouest africaine. On va développer en même temps notre trafic de transbordement qui va s'ajouter à notre trafic énorme pour l'économie nationale. On reprendra notre place en termes d'infrastructure et en termes de trafic. En 2018, ce sont 24 millions de tonnes de marchandises qui ont été traitées pour 1100 milliards investis sur la période 2012-2020. En plus des réserves foncières, les plans d'eau représentent un véritable potentiel. Les plans d'eau sont une bénédiction qu'il faut exploiter. Si demain on arrivait à faire le transport sur le plan d'eau, pour envoyer des marchandises par exemple du port d'Abidjan vers le PK24, passant par Songo, c'est autant de camions du moins sur les voies. On va décongestionner les ponts, on va décongestionner la ville, c'est plus de mobilité en termes de mobilité dans le cadre des transports dans la ville d'Abidjan. Cette visite sur les installations portuaires a permis au secrétaire d'État aux Affaires maritimes de se rendre compte de la taille du port ainsi que de l'envergure des activités qui y sont réalisées. C'est un gros travail qu'il a dû faire pour essayer de rendre accessible au port les bateaux, pour que beaucoup plus de bateaux arrivent dans ce port-là. Moi, j'arrive, eh bien, j'apporterai, grâce à eux, j'apporterai aussi ma pierre à l'édifice. Le port d'Abidjan, c'est 79% des échanges extérieurs, 76% des recettes douanières, 60% du tissu industriel et 55 000 emplois directs et indirects. Devant la Commission des affaires économiques et financières, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a présenté un projet de loi fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. Un projet de loi qui vise essentiellement à corriger une erreur dans un article de l'ordonnance en vigueur sur les conditions de délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Cheikh Koné. La séance est ouverte. C'est à l'unanimité que les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2018-357 du 29 mars 2018. Ce projet vise à modifier l'article 6 de l'ordonnance de juillet 2013 qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. Face à cette commission, Bruno Nabagné-Koné, ministre en charge de la construction, a expliqué l'importance d'un tel acte. L'ordonnance faisait référence à une commission qui était en charge de la fixation des prix d'aliénation, mais également faisait référence au prix de location, donc au baux amphithéotique. Bon, ce qui n'était pas l'objet en réalité de l'ordonnance initialement. Donc notre passage ici aujourd'hui permet de corriger cela, de faire en sorte que la commission qui est mise en place soit une commission pour uniquement travailler sur les prix d'aliénation. Cette session a par ailleurs été l'occasion d'aborder la question de l'arrêté de concession définitive, ACD, et d'autres sujets clés du secteur de la construction et du logement. Les députés se sont dit satisfaits des éclaircissements apportés par leur hôte du jour. Pour nous, les nouvelles dispositions qui sont prises clarifient maintenant l'obtention de l'ACD. Et il a été question qu'on lui demande de fixer un délai, c'est très difficile, parce que les acteurs sont nombreux. Donc c'est un appel à la diligence de tous les acteurs qui contribuent à la délivrance de l'ACD. Aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement,
La délivrance des ACD sont simplifiées. C'est une procédure simplifiée, mais la perfection n'est pas de ce monde. On continue tous de réfléchir afin de sécuriser donc la délivrance de ce document important. Quant au ministre, il s'est voulu rassurant. Nous ferons tout, nous continuerons à tout faire pour que l'Ivoirien, quel qu'il soit, puisse accéder plus facilement à un cadre de vie décent, à un logement quand cela est possible. Ce sont au total 29 députés qui ont pris part à cette session plénière sur les 43 membres que compte la Commission des affaires économiques et financières. Entrepreneuriat féminin, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes s'est rendue au Centre des femmes entrepreneurs de la commune d'Atekoubé. Miss Belmonde Dogo a encouragé ces femmes à développer leurs compétences. Elle se tient prête pour les aider à déployer leurs ailes sur le monde des affaires. Salimatou Dia. C'est une séance de formation à l'entrepreneuriat et des conseils à l'endroit de ces dames du Centre des femmes entrepreneurs d'Atekoubé. À travers un programme d'incubation et d'accompagnement, elles ont réussi à fabriquer et faire exporter sur le marché international des produits cosmétiques bio et des produits d'hygiène de qualité. Leur réussite a conduit à la visite de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes dans les locaux du centre. Un dispositif d'entrepreneuriat féminin qui s'inscrit dans les plans stratégiques du ministère de tutelle avec l'appui d'ONU Femmes. Les activités de ce centre sont avant-gardistes, je dirais. Avant-gardiste de la mise en œuvre de la réforme des IFEF. Le développement de l'entrepreneuriat des femmes et des filles constitue le pilier essentiel de la réforme principale de la réforme des IFEF et est la passerelle entre les IFEF et ce centre de formation à l'entrepreneuriat. Madame la secrétaire d'État, comme vous pouvez le constater, votre visite est une source d'encouragement pour les femmes entrepreneurs et ces jeunes filles venues spontanément à votre rencontre. Connaissant votre intérêt et la priorité que vous accordez à l'entrepreneuriat féminin, je suis convaincue que vos actions permettront de renforcer la collaboration entre nos deux institutions afin de valoriser au mieux le potentiel qu'offre ce dispositif pour contribuer à un meilleur être des femmes et des jeunes femmes de Côte d'Ivoire. La secrétaire d'État, Belmonde Dogo, a apporté son soutien aux activités du centre et a engagé son département pour l'éclosion des talents. Les premiers résultats enregistrés par ce centre nous donnent satisfaction au gouvernement. J'en veux pour preuve l'obtention de la certification du beurre de karité et de ses produits dérivés en février dernier, permettant ainsi aux actrices de la filière d'exporter leur production sur le marché international, particulièrement sur le marché américain. Et à ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à toutes les femmes qui ont travaillé pour arracher ce label qui est d'une reconnaissance internationale. Je m'engage pour ma part à tout mettre en œuvre pour permettre aux actrices de la filière de tirer le meilleur dividende de cette activité. Source d'encouragement, cette visite de la secrétaire d'État a motivé les femmes qui se sont engagées à développer davantage leurs compétences tout en invitant les autorités à valoriser au mieux leur potentiel. Dans l'actualité sanitaire, le vaccin contre l'hépatite B est désormais obligatoire à la naissance. Il intègre le programme élargi de vaccination. Cette mesure a été annoncée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Amadou Ouattara. Double cérémonie à la direction de coordination du programme élargi de vaccination DCPEV dans la commune de Trècheville. Lancement officiel de l'introduction de la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite B dans le PEV, puis remise d'équipements aux directions régionales et départementales de la santé. 100 motos, 450 glacières et 25 congélateurs d'un montant global de 420 millions de francs CFA. Une action du gouvernement qui vise à contribuer à la lutte contre l'hépatite B. Pendant l'accouchement, le risque de transmission mère-enfant se situe entre 70 et 90%. L'OMS, Gavi et l'UNICEF joignent leurs efforts à ceux de l'État pour lutter contre l'hépatite B qualifiée problème de santé publique. En 2015, l'hépatite A, B, C, D et E ont causé près de 1,3 million de décès dans le monde. L'objectif entre 2016 et 2030 est de réduire de 90% les nouvelles infections par le virus de l'hépatite
et d'éviter au moins de 65% des décès dus à ce virus. L'avantage de vaccination sont aussi financiers. $1 investi dans la vaccination permet d'économiser jusqu'à $16 aux soins de santé publique. Le vaccin contre l'hépatite B est gratuit et doit être administré de préférence dans les 24 heures après la naissance pour plus d'efficacité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique incite les parents à faire vacciner leurs nouveau-nés. L'ambitieux programme du président de la République, de la politique du gouvernement, qui ne souhaite pour les Ivoiriens que du bonheur. C'est au nom de ce bien-être, un texte a été pris d'ailleurs dans le cadre de la vaccination pour dire que la vaccination est maintenant obligatoire. Celui qui ne fait pas vacciner son enfant, il va payer d'abord amende. Entre 50 000 et 300 000 francs. C'est fait pour éviter les décès maternels, néonatals et infantiles. L'hépatite B est une maladie très contagieuse et dangereuse pour le foie. Elle peut provoquer une cirrhose, voire un cancer du foie. L'implication de la communauté est souhaitée dans la sensibilisation contre cette maladie. On se rend dans la région du Tongpi, zone ouest de la Côte d'Ivoire, une zone à fort potentiel agricole, minier et touristique qui fait cependant face au très mauvais état des routes. Et ce n'est pas la saison des pluies qui va arranger les choses, mais les populations placent leurs espoirs dans la prochaine visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. F. Boué. En partance en reportage à Zongnien, à partir de Mans, nous avons été contraints d'abandonner notre véhicule de type 4x4 pour emprunter une moto. La cause, un gros point critique à l'entrée de Danané. Conséquence, une longue file de cars de transport et de véhicules de toutes sortes ayant déjà passé la nuit là attendent que Dame Nature soit clémente avec son soleil pour assécher. Certains forcent le passage sans succès. Les désagréments pour les usagers sont inévitables. En tout cas, la situation est déplorable. On n'arrive même plus à vaquer à nos occupations. Quand on vient comme ça, souvent, moi je suis à m'appeler quand je viens comme ça pour retourner là, c'est difficile. Ah, vraiment, ça trouve... Ça veut dire, les matériels d'abord, on ne peut même pas travailler, on ne peut rien faire à cause de la route. Franchement, on ne peut rien faire. Les routes de la région du Tongpi, une région à fort potentiel agricole, minier et touristique, sont dans un profond coma. L'axe Mandanané, Zongnien, Benouin, un véritable parcours du combattant, surtout en cette saison pluvieuse. La route est profondément dégradée du fait des dernières pluies que nous avons enregistrées, mais également du fait de la défaillance des entreprises qui avaient été commises pour la réhabilitation de cette voie depuis 2017. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des voies impraticables au point que les départements de Danané, de Zongnien, pratiquement sont coupés du reste de la Côte d'Ivoire. Un autre département de la région, lui aussi enclavé, Sipilou. Parcourir Biancouma Sipilou, long de 76 km, requiert patience et endurance. Routes et ponts sont devenus impraticables. Sipilou est sinistré. La route de Sipilou est sinistrée avec sa dégradation qui s'accentue d'année en année. Si les voies reliant les départements du Tongpi entre eux sont très abîmées, la voirie urbaine des principales villes n'est pas mieux lotie. Surtout celle de Mans, chef-lieu de la région. Cette cité ne dispose pratiquement plus de bitume. La route, vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Parce que du fait qu'on a des véhicules pareils, on dit c'est 4x4, mais chaque semaine, il faut quand même aller, comme on appelle, au garage pour pouvoir se faire révision. Les populations du Tongpi lancent un cri de détresse aux autorités. On prie Dieu que l'État mette sa main dans cette histoire de Mans là. Je peux dire au gouvernement de penser à Danané, faire la voie de Danané, Mans-Danané pour nous, pour qu'on puisse se rouler facilement. Une lueur d'espoir pointe peut-être à l'horizon avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui sera en visite de travail dans la région du 24 au 26 octobre 2019. Le Premier ministre vient pour poser la première pierre de 2 hôpitaux importants à Mans et à Danané, le CHR, l'hôpital général, mais aussi pour
lancer les travaux de la voirie urbaine de Mans en attendant que dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, la réhabilitation de Mans-Zonien soit effectuée et ensuite le bitumage de Zonien tous les bleus. Une visite donc très attendue par l'ensemble des populations de la région du Tonkpi. Dans l'actualité internationale, il a prêté serment ce mercredi matin devant l'Assemblée constituante. Le nouveau président tunisien, Kaïs Saïed, dans son discours d'investiture, a d'ores et déjà proposé que les Tunisiens fassent don d'une journée de travail chaque semaine, et cela pendant 5 années, pour contribuer à résoudre le problème de l'endettement. Il a parlé de la condition des femmes. Il a aussi invité tous les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme pour arriver à y mettre fin. Et revenons pour terminer sur le sommet Russie-Afrique. Vladimir Poutine face aux chefs d'État et de gouvernement africains venus en Russie pour ce sommet, comme pour les accueillir officiellement à sa façon. Et de la plus belle des manières, il a échangé avec eux ce mercredi des civilités à la faveur de la cérémonie d'ouverture du forum qui constitue la première partie du sommet russo-africain. Des poignées de main avec chacun de ses hôtes en prélude au dîner offert en leur honneur. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Marine Cognon sera ravie de vous retrouver à 23h sur RTI 1. Bonsoir et à demain.